Bonjour et bienvenue à ce webinaire qui est organisé dans le cadre du cycle Les lundis du CEP. Aujourd'hui, nous allons parler de la thématique comment faire le point sur sa situation professionnelle, comment et pourquoi faire le point de sa situation professionnelle. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? J'espère que c'est le cas. Nous vous rappelons que si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à le faire, notamment dans l'onglet questions. Vous pouvez voir toutes les questions qui vont être posées au fur et à mesure du webinaire. Vous pouvez même voter pour les questions qui vous paraissent plus importantes, plus intéressantes que les autres. Nous allons bien évidemment prendre un petit moment à la fin du webinaire euh, pour y répondre. Donc les lundis du CEP, c'est un événement régulier qu'on organise toutes les 2 semaines cette année et vous pouvez retrouver le programme complet et le replay sur le site qui est indiqué sur les diapos. Effectivement, c'est des webinaires en ligne qui sont 100% gratuits sur les thématiques de l'évolution professionnelle où nous faisons intervenir des experts, des représentants des différents métiers, pour effectivement vous proposer des thématiques intéressantes et utiles pour votre propre évolution professionnelle. Les replays ainsi que le replay de ce webinaire seront disponibles aussi sur le site que vous voyez en bas de la diapo. Mon nom, c'est Thomas Sprlak, je travaille en tant que manager de service du conseil en évolution professionnelle dans la région des Grands Est et j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de ce webinaire. Alors, de quoi on va parler? Comme déjà évoqué au début, j'ai besoin de faire le point sur ma situation professionnelle. Alors déjà, pourquoi? Comment faire le point? Et puis, en conclusion, comment solliciter éventuellement le conseil en évolution professionnelle? Donc, on va réfléchir ensemble sur quels peuvent être les déclenchements de ce besoin de faire le point sur ma situation professionnelle. On va vous proposer des exercices, des questions éventuellement à se poser, des outils pratiques. Si vous n'avez pas le temps de faire les exercices en direct, ce qui est tout à fait normal, prenez éventuellement un crayon, un stylo, un bout de papier blanc pour noter les choses qui vous paraissent importantes pour vous. Et sinon, vous allez recevoir de votre boîte mail aussi le lien vers le replay pour regarder tranquillement chez vous à un autre moment ou pour prendre plus de temps pour faire éventuellement les exercices. Donc, pourquoi déjà faire le point sur sa situation professionnelle? Parce que, quel que soit le projet d'évolution professionnelle que vous envisagez, et ça peut être un projet déjà bien avancé, bien concret, où vous avez besoin juste d'un coup de pouce pour vous lancer ou bien, peut-être juste une insatisfaction. Vous dites peut-être que, ça serait possible d'évoluer ou pas forcément une insatisfaction, ça peut être aussi une motivation positive. Peut-être qu'il est temps de bouger, d'aller vers autre chose, d'évoluer en interne, en externe. Faire le point, c'est le bon et nécessaire début, de cette réflexion. Avant de parler de comment procéder, parfois, il peut aussi être question de la motivation qui manque, ce qui est normal. La motivation, c'est le carburant de tous les projets que l'on entreprend, quels que soient, personnels comme professionnels. Donc voilà, c'est une sorte de force qui nous porte et qui nous permet de franchir des obstacles, d'avancer. On connaît la motivation intrinsèque, extrinsèque. Intrinsèque, c'est quoi? C'est quand c'est moi-même qui suis motivé, quand j'ai envie de faire les choses. La motivation extrinsèque, c'est je fais les choses parce qu'on m'oblige, parce que j'ai des objectifs qui me sont imposés, mais je n'ai plus de force interne ou pas de motivation interne pour, pour y aller. Alors c'est vrai que, c'est surtout la motivation intrinsèque qui est, essentiellement liée au plaisir de celui qui, déroule un projet professionnel et personnel. On est motivé par une sorte avoir une sorte de passion pour le projet. On a envie d'aller toujours plus loin, d'en savoir plus, de faire plus. Ça peut être au le besoin de satisfaire sa curiosité, et cetera. C'est vrai que dans le discours managérial, on parle beaucoup de la motivation, mais on sait aussi que personnellement, c'est quelque chose qui est important. Alors si on n'est pas motivé là où on est, c'est pas seulement qu'on est moins performant,
mais c'est aussi qu'à long terme, ça peut nuire à notre confiance en soi, à notre estime de soi, et cetera. Alors, ce qu'il faut savoir sur la motivation, c'est que le fait qu'actuellement, sur mon poste, il n'y a pas de problème, tout se passe plutôt bien, ça ne veut pas forcément dire que je vais être motivé. Alors, pour développer un peu, heu, Herzberg, qui était un psychologue américain dans les années 50, il a fait, une, recherche qui est célèbre aujourd'hui, qui dit que effectivement la satisfaction et l'insatisfaction sont 2 phénomènes qui ne sont pas liés, qui ne sont pas contraires, et chacun de ces sentiments agit de manière totalement indépendante. Alors, il dit que pour être vraiment motivé, il n'est pas seulement nécessaire de remplir certains besoins d'hygiène pour éviter le mécontentement et l'insatisfaction, mais il faut également mettre en marche ou identifier, mettre en marche certains moteurs internes. Alors, il parle de quoi? Il parle des facteurs d'hygiène et des facteurs de satisfaction. Alors, les facteurs d'hygiène, c'est des facteurs qui sont externes à l'individu. Alors, c'est des facteurs qui n'apportent pas de la satisfaction, qui ne sont pas la véritable, enfin, qui apportent de la satisfaction, mais qui ne sont pas la source d'une véritable motivation. Alors, c'est des facteurs qui comblent certains besoins, et si on n'a pas ces besoins qui sont comblés, ou si ces facteurs ne sont pas présents, on est frustré, on est insatisfait, on est mécontent. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces facteurs d'hygiène? On y trouve les conditions de travail, l'ambiance de l'équipe, la rémunération satisfaisante, le mode de management et les relations. Alors, si on est content avec ces facteurs-là, enfin satisfait, si on a des bonnes conditions, une bonne ambiance d'équipe, on a une rémunération plutôt satisfaisante, le mode de management et les relations, on est satisfait, mais c'est pas ces facteurs-là qui contribuent à la motivation. Ça veut dire qu'on peut quand même ne pas être motivé si on n'a pas ça. Alors, quels sont ces facteurs de satisfaction ou de motivation? Alors, c'est les agents moteurs qui nous incitent à faire un effort nécessaire, se surpasser éventuellement. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a l'intérêt des tâches et des missions que j'ai, c'est l'autonomie que j'ai, c'est les perspectives d'évolution. Est-ce que je reste toujours sur ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que je vois une perspective d'évolution? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je suis valorisé dans ce que je fais? Alors ça, c'est un élément qu'on oublie très souvent, que les managers oublient souvent. Ça peut être une valorisation, bien sûr, pécuniaire, je ne sais pas comment dire, mais aussi une valorisation verbale. Alors, dire à quelqu'un: «Le travail que tu as fait, il est bien fait», ça contribue énormément à la motivation. Et puis aussi les défis, les challenges. Est-ce que j'ai un travail où je tourne en rond, je fais la même chose depuis des années, ou est-ce que j'y retrouve encore un intérêt, une curiosité, ou est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il y a une variabilité? Est-ce que je ressens un défi? Donc, pardon, il y a une erreur dans le diapo, c'est les facteurs de motivation. Alors, on peut bien sûr se poser la question: est-ce qu'aujourd'hui j'en suis où? Peut-être que je suis confortable, peut-être que ça se passe bien, et pourtant, il y a quelque chose qui me travaille, j'ai besoin de faire le point et voir, est-ce qu'il faut que j'évolue ou pas? Alors, premier exercice, ou des questions qu'on peut se poser si on est dans ce cas-là. Peut-être que vous êtes sur votre poste depuis des années, peut-être que les facteurs d'hygiène sont là, vous vous questionnez sur les facteurs de motivation, peut-être que vous posez la question: est-ce que ça serait pas le temps d'aller voir ailleurs? Alors, les questions potentiellement à se poser. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez faire dans votre travail particulièrement? Est-ce qu'il y a des projets qui vous apportent de la satisfaction? Est-ce qu'il y a des tâches particulières qui vous apportent de la satisfaction? Ou bien, si ce n'est pas au travail, dans votre temps libre? Est-ce que vous avez, entre guillemets, hein, c'est un mot un peu bateau, des talents ou des points forts? Est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles vous êtes bon ou fort naturellement? Est-ce que vous avez eu des moments dans votre vie personnelle ou professionnelle que vous considérez comme réussite?
où vous avez eu le sentiment de: «Voilà, ça c'est le travail que j'ai bien fait». Alors réussite, c'est un mot, peut-être un peu fort. Il ne s'agit pas d'identifier, les choses pour lesquelles vous avez été remercié, valorisé. C'est vous, intérieurement, quelque chose où vous avez dit: «Bah, ah, là je suis satisfait, j'ai fait quelque chose de bien, c'était important pour moi et je le ressens comme réussite» et ça peut être des petites choses. Est-ce qu'il y a des causes, des choses qui vous passionnent? Est-ce qu'il y a des thèmes peut-être ou des causes, des leçons qui émergent en cours de votre carrière? Ou bien des questions un peu plus, entre guillemets, qui stimulent notre fantaisie, notre imagination. Alors si tout était possible et si vous ne pourriez pas vous planquer, qu'est-ce que vous ferez? S'il n'y avait pas la possibilité d'échouer? Voilà, quelques questions pour réfléchir, si notamment si vous avez, envie de réfléchir sur autre chose. Voilà, donc ça, c'est un peu un exercice, sur, l'imagination. Mais allons plus loin, si on veut avoir une approche peut-être plus cartésienne, plus rationnelle, alors on vous propose une démarche à 3 étapes. Faire le point sur son parcours, identifier et valoriser ses compétences et puis aussi identifier, réfléchir et bien formaliser ses ressources en termes de personnalité, des motivations et des valeurs. Et par rapport à ces 3 étapes, vous pouvez vous poser, par exemple, des questions suivantes. Alors, pour faire le point sur son parcours, regardez, imaginez que votre expérience est une ligne ou un livre, quand vous voulez, et essayez d'identifier, entre guillemets, des chapitres ou des phases, des expériences significatives et prenez du recul. Alors, quand on parle des expériences significatives, c'est des expériences professionnelles, extra-professionnelles. On sait que voilà, les congés parentaux, congés maternité ou du bénévolat, ça peut être des étapes significatives alors qu'on ne parle pas forcément de la vie professionnelle. Est-ce qu'il y a un fil rouge de votre parcours qui se dégage? On l'a vu un peu aussi dans les questions précédentes. Si on vous posait la question, présentez-moi votre parcours, vous êtes qui en tant que professionnel? Professionnellement, vous direz quoi? C'est de préparer peut-être un petit paragraphe là-dessus, quelque chose qui résume bien l'essence de votre expérience, de vos compétences, de votre parcours. Est-ce que dans ces différentes expériences, est-ce qu'il y a des compétences ou des capacités professionnelles, extra-professionnelles dont vous avez fait preuve? Si oui, c'est lesquelles? Et puis, tout ce recul, peut-être, avec, cette perspective d'un fil rouge de votre parcours, ça peut vous amener à ouvrir une réflexion sur le champ de possibles, à travers notamment les compétences qui pourraient être réinvesties dans une nouvelle orientation professionnelle. Alors, deuxième étape, c'est identifier et valoriser mes compétences. Alors, vous voyez que c'est bien en lien avec l'étape précédente. Une fois qu'on a identifié les étapes clés, les expériences fortes, peut-être les réussites ou peut-être le fil rouge, il est temps de décortiquer un peu tout ça. Alors, essayez de regarder peut-être expérience par expérience, noter, les activités, les tâches, dégager les compétences, voir s'il y a des choses qui reviennent, qu'on retrouve dans plusieurs expériences. Essayer de synthétiser ce qui fait valeur dans votre parcours professionnel, extra-professionnel, pour éventuellement mettre en évidence vos compétences, transférables. Voilà. Troisième étape, identifier et valoriser mes ressources en termes de personnalité, motivation et valeurs. Alors effectivement, c'est peut-être l'étape, la plus, difficile parce qu'avoir un regard objectif, externe sur soi-même, dire du bien de soi, c'est parfois compliqué. Mais après avoir fait le point sur votre parcours, sur vos compétences, réfléchissez alors, c'est quoi, vos valeurs? Qu'est-ce qui est important pour vous, professionnellement? Qu'est-ce qui compte pour vous dans votre rapport au travail? Est-ce qu'il y a des centres d'intérêt ou des domaines en particulier qui vous intéressent pour formaliser vos motivations? Alors c'est en lien avec le fil rouge de de votre expérience. Excusez-moi, un petit problème technique.
Alors, un autre exercice qui est aussi, qui pourrait peut-être vous aider à formaliser tout ça, peut-être, avec l'aide de ce type de tableau. Effectivement, si on regarde la situation actuelle et qu'on essaye d'identifier, les différents domaines de satisfaction, vous pouvez peut-être, vous poser les questions suivantes. Alors dans le tableau, qu'est-ce qu'on y voit? On voit les différents critères, mes missions et mon secteur de travail, mes conditions de travail, mes relations aux autres, mes possibilités d'évolution, la reconnaissance et rajouter aussi, vos propres critères et puis essayez de les noter de 1 à 10, identifier ce qui vous satisfait, ce dont vous avez besoin pour augmenter la note et les actions à mener. Alors les questions éventuellement à se poser, alors par rapport à sa mission et son secteur, c'est: «Est-ce que les missions de mon job actuel me plaisent? Est-ce que le travail a-t-il du sens pour moi? Est-ce que le travail est-ce que moi-même je suis en accord avec les valeurs de l'entreprise? Est-ce que je suis dans un secteur d'activité qui m'attire?» Quand on parle, des conditions de travail, alors chacun a ses priorités, mais globalement, est-ce que les conditions dans lesquelles j'exerce mon métier sont satisfaisantes pour moi? En termes d'horaire, du rythme du travail, du lieu de travail, de l'espace de travail? Est-ce que j'ai suffisamment de la liberté de m'organiser, de travailler en autonomie, si c'est important pour moi? Est-ce que ce poste, cette situation me permet d'avoir l'équilibre vie privée, vie professionnelle que je souhaite? Une question aussi, très importante. Par rapport au troisième domaine, les relations, est-ce que l'ambiance correspond à ce que je recherche? Est-ce que les relations avec mes collègues, la hiérarchie sont positives? Est-ce que ça se passe bien? Sur les possibilités d'évolution, par exemple, est-ce que j'ai la possibilité de me former régulièrement, de développer mes compétences? Est-ce que je peux mettre à profit, comme on a déjà dit, mes points forts ou mes talents dans mon job? Puis pour la reconnaissance, très important, est-ce que ce que j'accomplis dans mon travail est reconnu? Est-ce que je sais que ça a de la valeur? Est-ce que je reçois de temps en temps, ça fait du bien aussi, des feedbacks positifs de mes collègues, de mes supérieurs? Est-ce qu'on reconnaît mes compétences? Est-ce qu'on les valorise? Voilà, ça c'est les quelques questions pour se poser et puis identifier surtout les domaines où la note va être, basse, identifier ses besoins, de quoi j'ai besoin pour augmenter la note et puis, par rapport à ça, identifier des éventuelles actions à mener. Alors une dernière approche, dans tout ça, c'est un exercice qui nécessite peut-être un peu plus de temps. Donc on va juste, le regarder, mais c'est similaire à ce qu'on a vu, tout au début, avec quelques questions à se poser et vraiment, il est important ici de prendre le temps de le faire. Donc on va juste, le présenter et puis si ça vous parle, si vous trouvez ça intéressant, n'hésitez pas à le faire à un moment où vous seriez calme ou même en plusieurs étapes. Alors, c'est un exercice qui vient de la psychologie positive, parce qu'on commence par ce qui était positif, par ce qui est positif dans notre vie. Alors, une fois que vous avez fait le point sur votre parcours, essayez d'identifier le moment, une étape, où vous avez été le plus satisfait. Alors, c'est pas forcément en disant: «Ouais, c'était merveilleux, c'était sans faille, c'était parfait», mais justement, une période où ça allait bien, où il y avait de la satisfaction, où il y avait des émotions positives. Deuxième question qui a un lien avec ça, on a déjà parlé des réussites, mais essayez maintenant de les regarder et d'identifier peut-être une réussite, quelque chose qui vous a apporté le plus de satisfaction. Alors, encore une fois, ce qui est important, c'est votre regard subjectif. Pour vous,
Qu'est-ce qui a été, la plus grande réussite? Alors pour certes, des exemples, ça peut être, une petite chose, voilà, la réussite, c'est que j'ai réussi à résoudre un conflit entre 2 collègues, dans mon travail, ou bien j'ai organisé une grande conférence pour, 500 personnes, ou, j'ai augmenté la rentabilité de ma boîte enfin de 40. Voilà. Identifiez vraiment ce qui est important pour vous. Là, je donnais des exemples exagérés, aussi des exemples des «petites réussites» entre guillemets. Il n'y a pas de petites réussites de toute façon. Et maintenant, essayez de vous rappeler le moment précis. C'était sur quel poste? Dans quelle entreprise? Comment vous êtes senti? C'est qui les personnes qui étaient là avec vous? Vous, personnellement, concrètement, vous faisiez quoi? Comment vous avez fait pour que ça se passe bien? Quelles étaient vos pensées? Voilà, essayez de vraiment de prendre le temps de vous remettre dans cette situation. Quel était l'endroit où cela a eu lieu? Quelle était l'ambiance? Quelle culture de l'entreprise? Avec quels collègues? Avec quel, responsable? Peut-être une association, pas forcément une entreprise. Et qu'avez-vous le plus apprécié dans tout cela? Bon, est-ce que c'est le fait d'être, heu, dans un bon dans un bon collectif, dans une bonne ambiance de travail? Ou bien c'est le fait, d'avoir pu, montrer vos compétences, d'avoir pu montrer votre compétitivité, ou bien, c'était la valorisation externe qui était importante pour vous? Réfléchissez-vous concrètement, quelle était votre contribution? Contribution, quand on dit contribution, quelles étaient vos compétences en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être? Quelles étaient vos capacités ou les qualités que vous avez mobilisées dans les situations? Est-ce que c'était grâce à votre polyvalence, grâce à votre bon relationnel, grâce à votre ambition, ou grâce à votre nature posée, peu importe. Et maintenant, on va dessiner sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie très mauvaise et 10 signifie idéal. Où placeriez-vous cette situation? Donc logiquement, ça devrait être plutôt élevé parce qu'on parle des beaux moments, des bons, souvenirs ou des réussites, mais pas forcément 10, hein. Peut-être que vous identifiez rien d'extrêmement, passionnant, dans votre parcours, et ça, c'est normal d'ailleurs. Le travail, c'est juste le travail. Il ne faut pas que ça devienne non plus, le focus de toute notre vie, bien évidemment. Mais maintenant, passons à aujourd'hui. Si vous regardez votre situation actuelle, où la placerez-vous sur la même échelle? Alors, 0, encore une fois, pas du tout satisfaisant, très mauvais, 10, parfaite ou excellente, ou, sans faille. Et par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez peut-être faire pour monter d'un cran sur cette échelle? Est-ce qu'il y a des compétences, des qualités, des capacités qu'on a mentionnées auparavant par rapport à vos réussites ou au moment de satisfaction, que vous pourriez mobiliser, et comment? Par exemple, vous voyez, je dis un exemple pour moi. Dans ma vie, avant, en Slovaquie, j'ai travaillé dans une association, et ce que j'adorais, c'était de créer des petits workshops pour les conseillers, où on échangeait sur les expériences. Voilà, aujourd'hui, j'ai un rôle de manager où il y a beaucoup d'administratifs, beaucoup de tableaux Excel, et des diapos à préparer. Donc, pour retrouver la satisfaction dans mon travail, je me suis dit: «Alors, je vais peut-être plus me focaliser sur ça», proposer aux conseillers des ateliers d'échange de pratiques, parce que j'aime bien ça, et c'est ça qui, m'apporte de la satisfaction. Et forcément, dans le boulot, il y a aussi des choses moins satisfaisantes, mais si on retrouve les moments ou les activités, qui sont importantes pour moi, qui nous apportent de la satisfaction, ça peut un peu, s'équilibrer ou se compenser. Voilà, et puis dernier point, par quoi allez-vous commencer? Qu'est-ce que vous pourrez faire concrètement, et quand est-ce que vous pourrez le faire? Alors, en disant tout ça, c'est des exercices qui sont plutôt difficiles, surtout si on les fait soi-même. C'est pour ça qu'en conclusion, on voulait vous parler de la suite. Parce qu'effectivement, faire le point sur votre situation professionnelle, c'est juste la première étape pour réfléchir, élaborer et par la suite éventuellement mettre en œuvre votre projet d'évolution. Il y a forcément d'autres étapes qui sont nécessaires, et même dans cette étape où vous faites le point, une rencontre avec un conseiller en évolution professionnelle qui peut vous accompagner
peut être utile et moi je suis convaincu que c'est très utile, voire nécessaire. Alors maintenant, c'est quoi le conseil en évolution professionnelle? Effectivement, c'est un service qui est gratuit, qui a été créé par l'État, qui est disponible pour tout le monde euh, et qui permet de faire le point déjà sur sa situation professionnelle et éventuellement élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie d'évolution professionnelle. Quand j'ai dit que c'est gratuit, c'est gratuit. C'est financé par l'État. Le conseil est personnalisé, donc c'est pas comme un bilan de compétences où il y a un déroulement préformaté. Vous venez avec une question, une problématique, vous faites le point avec le conseiller et par la suite, ensemble, vous voyez qu'est-ce qui peut être utile pour vous. Le conseiller il est neutre et confidentiel, c'est-à-dire le conseiller n'est pas là pour vous pousser vers les métiers porteurs, même s'il peut vous informer sur les opportunités sur le marché de l'emploi. Il est surtout confidentiel, c'est-à-dire c'est votre propre initiative, votre employeur n'est pas au courant, vous venez sur votre temps, donc c'est pour ça qu'on propose aussi des rendez-vous en distanciel le soir, samedi matin et de proximité. Ça veut dire qu'on a, par exemple, un grand test où je travaille une soixantaine d'agences et je sais que c'est à peu près pareil dans toutes les autres régions. Alors maintenant, pour qui? Donc moi, je travaille pour un organisme qui s'appelle le réseau EVA et qui délivre le conseil en évolution professionnelle pour les salariés et les indépendants. Donc, en gros, c'est un opérateur qui peut accompagner les salariés du privé, les personnes qui sont en CDI, CDD, mais aussi les intérimaires, les apprentis, les stagiaires rémunérés et les indépendants, donc artisans, commerçants, auto-entrepreneurs, peu importe de votre âge, du secteur d'activité, du statut ou du niveau de qualification. Si vous êtes cadre, si vous avez le statut de cadre, vous pouvez choisir entre le réseau EVA et l'APEC. Pour les demandeurs d'emploi, c'est Pôle emploi qui vous accompagne. Par contre, si vous êtes inscrit au Pôle emploi et que vous avez une autre activité salarié ou indépendant à temps partiel ou entre deux CDD, vous pouvez aussi faire appel au réseau EVA. Pour les jeunes de moins de 26 ans, notamment en difficulté d'insertion, ça va être la mission locale. Mais pareil, si vous êtes jeune et que vous êtes actif, c'est-à-dire salarié, indépendant ou stagiaire, apprenti, vous pouvez faire appel au réseau EVA. Et Cap Emploi, si vous êtes en situation de handicap ou le handicap, c'est l'obstacle important à votre projet d'évolution professionnelle. Qu'est-ce qu'on fait dans le cadre du conseil d'évolution professionnelle? Pourquoi venir voir un conseiller? Euh, plein de bonnes raisons. Vous voulez peut-être évoluer professionnellement à l'intérieur ou à l'extérieur de votre entreprise. Vous souhaitez développer des compétences. Vous avez vu sur votre CPF, il y a de l'argent, vous savez pas quoi en faire. Vous avez trouvé des formations, vous hésitez entre plusieurs formations, comment la mettre en œuvre. Ou bien vous avez justement un projet qui nécessite une formation plus longue. Il faut rechercher les financements, les prises en charge du salaire éventuellement parce que vous souhaitez vraiment vous reconvertir ou faire une transition professionnelle, ou bien vous avez une idée ou un projet de création d'entreprise, un projet pour valider vos compétences acquises par le biais de la validation des acquis d'expérience, ou bien, comme j'ai dit, préparer votre entretien professionnel pour évoluer en interne ou quitter votre entreprise sans forcément changer de secteur d'activité, faire le point sur votre CV, refaire la lettre de motivation parce que ça fait très très longtemps que vous ne l'avez pas fait. Tout ça et bien d'autres bonnes raisons pour rencontrer un conseiller en évolution professionnelle. Alors, comment ça se passe? Le premier rendez-vous, il est un tout petit peu plus long, il dure entre 1 heure 30, voire 2 heures. Pourquoi? Parce que l'objectif de cet entretien, c'est de faire le point, prendre le temps d'exprimer déjà votre situation, votre besoin, votre demande, et en fonction de ça, accéder à un premier niveau d'information sur les métiers, sur l'offre de formation, sur l'environnement professionnel, les différents dispositifs de financement par rapport à votre situation. Et puis ça peut s'arrêter là, ou bien vous dites avec votre conseiller, j'ai besoin d'être accompagné plus, j'ai besoin de plusieurs rendez-vous parce que le CEP, c'est pas qu'un seul rendez-vous. Et par la suite, le conseiller vous accompagne euh, pour vous aider déjà à accéder à toute information utile à votre projet. Il vous aide à construire un plan d'action, identifier les bons interlocuteurs, identifier les bons financements, monter les dossiers de financement, vous orienter vers un acteur pertinent par rapport à votre projet.
Comment prendre rendez-vous? Donc, si vous êtes dans les régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Réunion et Mayotte, c'est le numéro qui s'affiche, 09 72 01 02 03. Si vous êtes dans les autres régions, mais même pour les autres, pour ce qui est dans ces régions-là, il y a toujours le site internet mon-du-6cep.org où vous renseignez votre situation, le code postal et le site vous propose le bon opérateur, le contact et les agences, le cas échéant, où vous pouvez euh, avoir votre rendez-vous. Donc n'hésitez pas, nous on s'engage de proposer les rendez-vous sous 10 jours, donc ça peut aller assez rapidement. Et avec ceci, je vous remercie de votre attention et je rappelle que vous allez pouvoir retrouver le replay sur le site mon-service-cep.fr et on va regarder les questions. Bonjour, pourrons-nous avoir ce document support en téléchargement? Merci. Alors, si vous avez accès au chat, je vais bien sûr vous poster le lien où vous pourrez télécharger le document. Donc, je poste le lien dans le chat. Et normalement, quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir télécharger les diapos. Quel est le nom de la méthode que vous avez donnée dans les premiers slides sur la motivation? Oh, je ne pense pas qu'il y a de nom. Ça, c'est juste quelques questions à se poser. Mais nous avons parlé de deux facteurs, facteurs d'hygiène et facteurs de motivation. Et ça a été développé par un psychologue américain qui s'appelait Herzberg. Alors, il y a un témoignage de Corinne qui a eu un rendez-vous avec un CEP et qui nous dit que ça a été très formaté, qu'elle ne s'attendait pas du tout à ça. Alors, effectivement, quand vous posez la question, puis-je avoir un rendez-vous avec un autre conseiller? Bien évidemment, si le premier contact s'est mal passé, n'hésitez pas à refaire appel à la plateforme téléphonique et expliquer la situation et prendre rendez-vous avec un nouveau conseiller. Normalement, justement, on prend le temps pour ce premier rendez-vous pour ne rien vous imposer, pour prendre le temps de vous écouter. Donc, c'est pas censé être préformaté. Et si vous avez eu cette mauvaise expérience, n'hésitez pas à reprendre rendez-vous avec un autre conseiller. Alors, Delphine qui pose la question, je suis salarié dans la fonction publique territoriale. Est-ce que ce webinaire est adapté? Alors oui, pour faire le point sur sa situation, effectivement, ça peut être pertinent pour tout statut. Par contre, vous, pour mobiliser le conseil en évolution professionnelle, adressez-vous à votre plateforme RH dans la région. Donc, si vous tapez sur Google plateforme RH Grand Est, plateforme RH Occitanie, ça va vous ressortir au moins un mail, parfois aussi le numéro de téléphone, et ils peuvent vous accompagner dans votre réflexion. Alors, je poste aussi le nom de la personne sur les facteurs d'hygiène et de la motivation. Les demandeurs d'emploi peuvent-ils quand même passer par le réseau EVA? Pour l'emploi, a-t-il la possibilité de passer par le CEP? C'est obligatoirement bilan de compétences. Alors, si vous êtes demandeur d'emploi et que vous n'avez pas d'activité ou pas d'entreprise, effectivement, nous ne pouvons, enfin, le réseau EVA ne peut pas vous accompagner ou l'opérateur pour les salariés et les indépendants de votre région ne peut malheureusement pas vous accompagner, mais pour l'emploi propose exactement le même service. Et il n'y a pas que les bilans de compétences. Il y a les rencontres avec le conseiller pour l'emploi et aussi d'autres prestations et services du Pôle emploi qui peuvent être pertinents pour votre cas.
Le replay sera-t-il le vôtre? Oui, ce sera ce replay d'aujourd'hui que vous allez recevoir par mail. Alors, une question de Ruiz qui nous dit que avoir commencé la vie professionnelle en 2011, par contre avec le CPF, les droits commencent qu'en 2014. Est-ce qu'une coïncidence? Non, c'est normal effectivement parce que euh, avant la création du CPF, enfin, les périodes ne comptent pas. Avant, il y avait le DIF, le droit individuel à la formation. Ça, c'est les 20 heures par an qu'il fallait renseigner sur le compte personnel de formation avant l'été 2021, il me semble. Mais effectivement, c'est normal si vous voyez que votre compte a été alimenté que depuis 2014. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Alors, demande de précision de la part de Ruiz. Alors oui, avant j'avais le diff, mais je ne l'ai pas utilisé. Ça veut dire que j'ai perdu des heures ou argent, merci. Donc effectivement, les heures diff, donc les 20 heures par an que vous avez cumulées, il fallait les déclarer sur votre compte CPF jusqu'en, si je ne me trompe pas encore une fois, jusqu'en juin 2021. Il y avait une campagne de communication, de relance, même le délai a été prolongé de 6 mois. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus possible. Donc, si vous ne l'avez pas fait, malheureusement, il n'est plus possible d'utiliser les heures diff non utilisées. Par contre, ce qui peut être intéressant pour vous, Madame Ruiz, c'est regarder les cofinancements CPF. C'est-à-dire, si vous avez un projet de formation qui coûte plus cher que ce que vous avez actuellement sur votre CPF, il y a des possibilités de financement. Donc, il y a par exemple les possibilités de cofinancement par l'employeur, si le projet est aussi dans son intérêt. Il y a des abondements spécifiques liés au compte de pénibilité, accident de travail, maladie professionnelle. Il y a des abondements pour l'emploi. Si tout cela n'est pas pertinent pour vous et que le projet de formation il est plus costaud, plus long et se déroule sur temps de travail, il serait intéressant de regarder plutôt le dispositif projet de transition professionnelle, qui est un dispositif qui permet de suivre une formation. Les frais pédagogiques sont pris en charge par une association qui s'appelle Transition Pro dans votre région et aussi les frais, enfin, les frais de salaire. Donc, c'est-à-dire vous pouvez suivre une formation sur votre temps de travail en étant rémunéré et pas par votre employeur à qui vous demandez juste une autorisation d'absence, mais par Transition Pro. Par contre, il y a un dossier à monter, une demande à faire, des priorités nationales et régionales. Donc, pour cela, il vaut mieux rencontrer un conseiller en évolution professionnelle pour se renseigner, pour voir si ça peut être pertinent pour votre cas et le cas échéant, monter le dossier. Alors, une question très intéressante. Est-ce qu'en tant que salarié, je peux faire un stage d'immersion de 2 ou 3 jours en étant couvert par une convention de stage et assurance via le CEP? Effectivement, dans la plupart des régions, et je me dis même dans toutes les régions, euh, vous pouvez bénéficier de ce qu'on appelle la PMSMP ou la période d'immersion professionnelle dans une entreprise. La plupart des opérateurs ont une convention de délégation avec le Pôle emploi, c'est-à-dire qu'ils peuvent signer une convention entre vous et l'employeur et aussi couvrir les risques liés à l'accident de travail de votre entreprise. Donc oui, c'est possible.
Pour l'immersion en tant que salarié, il suffit également de demander une couverture par son assurance perso, responsabilité personnelle. Merci. Alors, pour, madame Ruiz, le dispositif s'appelle projet de transition professionnelle. Je vais vous l'écrire dans le chat. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite, bon courage, quel que soit votre projet, quel que soit l'état d'avancement de votre réflexion et n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon-du-6 cep.org. Bonne journée et bonne semaine à tout le monde. Au revoir.